Bienvenue dans la série Les Experts Hyper. Aujourd'hui, j'interviewe Saverio Tomasella, psychanalyste, écrivain, docteur en sciences, fondateur de l'Observatoire de la sensibilité, créateur de la Journée de la sensibilité le 13 janvier, mais aussi auteur du best-seller Hypersensible, trop sensible pour être heureux. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Si tu veux qu'on se tutoie, qu'on se vous voit. On peut se tutoyer, il n'y a pas de problème. C'est parfait, j'adore. Alors, je me disais j'avais présenté déjà une bonne partie de ton parcours, mais je me disais que tu pouvais aussi nous représenter à ta façon ton parcours et surtout nous dire pourquoi, en fait, en tant que psychanalyste et écrivain, tu t'es spécialisé dans l'hypersensibilité et que tu as écrit autant d'ouvrages. Je pense qu'il y a des ouvrages sur les enfants, sur le travail, sur plein de sujets autour de l'hypersensibilité. Et puis après, comme je te l'ai dit, j'ai tout un tas de questions encore après pour toi. Alors déjà, merci infiniment Sandrine de m'inviter. C'est toujours très agréable de pouvoir partager ensemble des idées. À plusieurs, on est plus intelligent. Exactement. Et c'est pour ça que c'est bien de partager ces moments privilégiés ensemble. Alors, moi, je suis d'abord un artiste, musicien. Depuis tout petit, je me suis formé à la musique, piano, clarinette et chant. Et je pense que c'est ça la première chose qui m'a orienté vers l'importance de la sensibilité, parce que j'ai fait ce qu'on appelle le lycée musical. Et le lycée musical, c'est comme le sport-études, c'est-à-dire que le matin, on a les cours classiques qui sont ramassés sur une demi-journée, et tous les après-midi de la semaine, on avait de la musique au conservatoire. Et en fait, tous les jours au conservatoire, nos professeurs nous disaient: développe ta sensibilité, exprime ta sensibilité est belle. En fait, ils n'arrêtaient pas de parler de notre sensibilité, de nous demander d'en être conscient et de la développer et de l'exprimer. Alors que à la maison, avec mes parents ou mes frères et la famille élargie, dans la rue, au collège, dans les transports en commun, partout ailleurs, on nous demandait au contraire de ne pas exprimer notre sensibilité et c'était vu d'un très mauvais œil. Ouais. Donc, ce qui fait que je me suis rendu compte, comme j'ai commencé, j'étais tout petit, j'ai commencé, j'avais 6 ans, je me suis rendu compte que finalement, il y avait deux mondes. Et je m'adaptais au monde selon qu'on me demandait d'exprimer ma sensibilité ou au contraire de la réprimer. Et je me disais, et c'est ce que je me suis toujours dit, que c'était beaucoup plus sympa, beaucoup plus agréable le monde dans lequel on peut exprimer sa sensibilité. Donc ça, je crois que c'est le point de départ de mon amour, de mon grand amour, parce que c'est une histoire d'amour pour moi, c'est de mon grand amour pour la sensibilité. Après, quand je suis devenu psychanalyste et psychothérapeute, c'est vrai que mes patientes et mes patients parlaient de sensibilité, et parfois de sensibilité élevée, de sensibilité exacerbée, de sensibilité qu'ils avaient des difficultés soit à vivre, soit à faire comprendre. Et j'ai commencé, il y a une vingtaine d'années, à me rendre compte qu'il y avait une partie de la population qui était douée d'une plus grande sensibilité. Et donc, dans un monde hyposensible et mal tourné envers la sensibilité, enfin qui accepte mal la sensibilité, que ces personnes-là souffraient. Et c'est comme ça que j'ai commencé mes recherches sur la sensibilité élevée. Alors toi, tu dirais aujourd'hui justement que la société n'est pas assez sensible et que les êtres sursensibles sont déclarés justement hypersensibles parce que la société ne l'est pas assez. Est-ce que tu dis ça aussi? Alors, le premier à me l'avoir fait remarquer de façon aussi nette que ça, c'est Christophe André, donc le psychiatre Christophe André, qui lui dit pour moi, il n'y a pas tellement de personnes hypersensibles, il y a surtout une société hyposensible. Et j'ai trouvé que c'était intéressant parce que moi, je m'intéressais aux personnes très sensibles ou hautement sensibles, et lui apportait un autre son de cloche, une autre façon de voir les choses, qui était de dire, mais finalement, les hypersensibles ou les ultrasensibles, ce sont les personnes normales, les personnes qui vont bien. Et les personnes qui vont pas bien, c'est 70% du reste de la population, c'est-à-dire les personnes qui sont hyposensibles, qui ont appris progressivement à s'adapter à un monde de performance, à un monde de compétition, à un monde très dur, et qui ont choisi dans cette optique-là, qui ont choisi de baisser leur niveau de sensibilité. Donc aujourd'hui, je ne sais pas comment trancher parce que de toute façon, c'est une question très complexe, mais je dirais que oui,
de toute façon, une grande partie de notre entourage, bon, probablement pas dans nos amis proches parce qu'on choisit bien nos amis, mais une Oui, grande c'est vrai. partie de notre entourage est constituée de personnes qui sont pas à l'aise avec leur sensibilité et qui donc nous posent, nous freinent, nous posent problème, nous rendent la vie difficile. Alors, justement, en parlant voilà, de tout le vocabulaire qu'on entend, toi, ta définition aujourd'hui de l'hypersensibilité, c'est quoi exactement? Parce qu'on entend beaucoup de choses à propos, bah, déjà, c'est quoi la différence par rapport à la sensibilité tout court? C'est quoi la différence par rapport à l'ultrasensibilité, à la haute sensibilité? En anglais, on parle de high sensitivity. Au bout d'un moment donné, c'est vrai qu'on peut être un petit peu perdu quand on est novice dans le domaine. Alors, la sensibilité, c'est l'instrument, l'outil euh, profondément humain par lequel nous entrons en contact avec la réalité, que cette réalité soit extérieure à nous, c'est-à-dire les autres, le monde, tout ce qui nous entoure, la nature, ou intérieure à nous, ce qui se passe dans notre vie intérieure. La Mhm. sensibilité est le seul organe, euh, la, la seule potentialité en nous, le seul outil qui Mhm. nous permet de sentir, donc de percevoir comment est la réalité à l'extérieur de nous ou à l'intérieur de nous. C'est dire à quel point elle est importante. Après, la sensibilité élevée, donc comme tu le dis, moi je préfère la dénomination anglo-saxonne qui dit high sensitive ou highly sensitive, high sensitivity, Mhm. donc hautement sensible, sensibilité élevée, très sensible, etc. Parce que on part du mot sensibilité, qui est le propre de tous les humains, et 30% de la population, aujourd'hui on a une étude qui montre que 31% de la population serait hautement sensible, donc 31% de la population est plus sensible que la moyenne. Après, la difficulté, c'est qu'en France, quand le premier livre d'Hélène Aron a été traduit, Oui. la traductrice a choisi hypersensibilité, bon, c'est son choix, c'est comme ça, qui est un terme médical qui est apparu en France au XIXe siècle pour Mhm. désigner les allergies, les intolérances et certaines irritations. Mhm. Et donc, on a pris l'habitude, les journalistes ont pris l'habitude de parler d'hypersensibilité, et moi-même au début, c'était le mot que je choisissais. Et D'accord. puis, je me suis rendu compte que c'était tellement à la fois médical, mal vu, parfois péjoratif, que j'ai essayé avec des collègues de revaloriser la sensibilité élevée et on est parti sur l'idée d'ultra sensible. Mhm. Voilà, donc c'était pour revaloriser la sensibilité élevée. Et puis, chemin faisant, on s'est rendu compte aussi qu'il y a des personnes hautement sensibles qui sont beaucoup plus empathiques que d'autres, qu'on pourrait appeler hyper empathiques. Oui. Et on s'est dit finalement, les ultrasensibles, c'est ceux qui sont très sensibles et très empathiques. D'accord. Et dernier détail par rapport à ce mot ultra-sensible, en 2019, l'Observatoire de la sensibilité a fait une grande étude dans toute la francophonie et on s'est rendu compte que 50% des personnes hautement sensibles vivent bien leur sensibilité élevée. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais ça veut dire qu'elles ont trouvé comment bien vivre leur sensibilité élevée et qu'elles préfèrent s'appeler ultra sensibles, alors que les personnes qui vivent mal leur sensibilité élevée, elles tiennent beaucoup au mot hypersensible. Donc on s'est dit C'est finalement c'est intéressant assez ça. simple. Mhm. Les hypersensibles, ce seraient les très sensibles ou les grands sensibles qui vivent mal leur sensibilité pour l'instant en tout cas. Et les Intéressant. ultrasensibles, ce seraient les personnes très sensibles, très empathiques, qui ont trouvé, chemin faisant, grâce à des thérapies ou des chemins personnels, comment bien vivre leur sensibilité élevée. Intéressant comme définition. Je l'avais jamais entendu de manière aussi claire. Donc, super. Et je pense qu'il y a des gens qui nous disent aussi qu'ils ne savaient pas du tout. Donc, c'est très clair. Pourquoi avoir aussi créé cet observatoire de la sensibilité? Est-ce qu'il y avait un besoin de justement de faire des études, de traquer ça, d'avoir des repères? Oui, il y a une dizaine d'années, moi ça fait à peu près 20 ans que je cherche sur la sensibilité élevée. Il y a une dizaine d'années, on commençait tout juste à en parler en France. C'est vrai. C'est à partir de 2016 qu'on en a vraiment parlé plus. Alors en France et en francophonie, pardon. Mais moi, je me disais, la sensibilité est tellement importante, Mhm. les émotions, la bienveillance, l'empathie, l'intuition, la créativité, c'est tellement important que je ne peux pas faire ça tout seul dans mon coin. Donc je me suis dit, j'ai besoin de me relier avec d'autres collègues et qu'on fasse ensemble un groupe de recherche sur la sensibilité et plus particulièrement sur la sensibilité élevée. Bien entendu, comme on n'est pas dans des pays anglo-saxons, trouver des fonds pour chercher
c'était très compliqué. Donc finalement, c'est l'Observatoire de la sensibilité qui s'est d'abord appelé Observatoire de l'ultrasensibilité. D'accord. C'est un groupe bénévole. En fait, chacun consacre du temps, le soir, le week-end, en vacances, pour faire des recherches sur la sensibilité élevée. Ah ouais, c'est génial. Il y a aussi Elodie Crépel qui fait partie du groupe, on connaît beaucoup aussi, sur Instagram. Ok. Et alors justement, tu disais que ça avait finalement, ça a 10 ans, enfin qu'on en parle beaucoup plus. Moi, finalement, j'ai vu des comptes aussi, pareil, Instagram, qui se sont multipliés sur ce sujet, etc., liés au potentiel. On en parlera plus tard. Est-ce que du coup, c'est un phénomène de mode qui s'est développé ou on peut dire que c'est juste une prise de conscience de la société, justement par rapport à la sensibilité, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde? Pourquoi finalement ça a émergé et émergé aussi tard? Je crois qu'il y a, c'est une question très importante, je crois qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est que le monde devenant de plus en plus dur, on a tout de même vécu des années de terrorisme, des années de crise, de génocide, de difficultés, maintenant de crise sanitaire, de crise économique ou la perte de repères, etc. Dans ce monde très dur, ce qui nous singularise en tant qu'humains, c'est la sensibilité, qu'elle soit élevée ou pas. Et je crois que beaucoup de personnes ont besoin d'entendre et de se rendre compte que leur sensibilité, c'est une bonne chose. Que leur sensibilité, moi je dis, c'est un trésor, c'est précieux. Et que on ne va pas, ce n'est pas possible. De même que la nature, on a besoin de la protéger parce que c'est notre ressource. Eh bien, la sensibilité de l'humain, c'est aussi autant à protéger que la nature, le climat, parce que c'est notre ressource fondamentale et que de toute façon, pouvoir exprimer ses émotions, ses sentiments, son empathie, son intuition, sa créativité, c'est vital pour nous les humains, pour qu'on soit en bonne santé, épanoui et qu'on puisse trouver du goût à notre vie. Que rien que ça, à mon avis, ça fait que, grands sensibles ou pas, les personnes s'intéressent de plus en plus à la sensibilité élevée qu'on appelle en francophonie, ou surtout en France, hypersensibilité, parce que c'est une des seules façons de valoriser la sensibilité, de dire qu'elle est importante et qu'on a le droit de ressentir des émotions, des sensations, des intuitions. Donc déjà, rien que ça, c'est fabuleux. Après, c'est vrai que les recherches d'Hélène Aron et de ses collègues, Hélène Aron, c'est la première à avoir parlé Oui. de sensibilité élevée à partir des années 1990. Son premier livre est sorti en 1996. Ces recherches, elles commencent à être de plus en plus connues dans le monde occidental et je pense que ça fait tache d'huile, c'est-à-dire de plus en plus de personnes se reconnaissent plus ou moins dans ces descriptions et qu'elles se disent, ben oui, ça me ressemble ou ça me parle et j'ai besoin de faire un chemin avec ces informations-là. Donc rien que ça c'est important puisqu'il y a 31% de la population, ça veut dire des millions, des millions, des millions de personnes qui sont hautement sensibles. Et après, autour de ça, ben, il y a une nébuleuse de personnes qui, pour des raisons personnelles, alors il y a aussi des effets de mode, mais pour des raisons personnelles, des raisons de souffrance ou de difficultés avec leurs émotions ou d'un passage à vide, vont se reconnaître dans cette grande mouvance de la sensibilité élevée, et qu'elles soient hautement sensibles ou pas, moi je me dis peu importe. Si ça peut les aider à bien vivre leur existence ou à adoucir leurs difficultés ou à trouver des solutions, parce que de toute façon, tout ce qu'on trouve sur la sensibilité élevée, ça va aider tous les humains sensibles. Absolument. Même si c'est un degré moindre, ils sont sensibles aussi. Donc je pense que ça touche énormément de monde et c'est très bien comme ça. Alors moi, si je peux partager mon expérience aussi, en fait, j'ai découvert ce mot dans le livre de Christelle Petit-Colin, Je pense trop et je pense mieux. Et il y a eu un beau paragraphe là-dessus aussi sur l'hyperesthésie, où je me suis toujours demandé pourquoi j'étais hypersensible au bruit, etc. L'aspect sensoriel qui était hyper fort. Et puis après, j'ai fait le congrès de la douance avec Nathalie Elstine et je me suis rendu compte, et Fabrice Midal, etc. Et je me suis dit, waouh, je ne suis pas toute seule, effectivement. Et j'ai décidé après d'en faire voilà, une spécialité dans ma pratique d'hypnose et de coaching. Mais je retrouve ce que tu as dit vraiment de ce côté de, bah oui, on n'en parlait pas. Et quand on en parle, ouais, c'est la découverte et on se sent moins seul. Et puis, on en reparlera aussi après. Mais moi, je l'ai beaucoup réprimé aussi pendant un bon bout de temps en entreprise. J'ai fait des fois des workshops sur les émotions. Mes collègues me disaient, mais je n'ai pas d'émotion. Tu rigoles ou quoi? Et je suis un homme, je n'ai pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion en entreprise. Donc,
ça a été très dur pendant longtemps de réprimer ça parce que j'avais l'impression que c'était ne pas fonctionner en entreprise, alors qu'il y avait des débordements souvent, mais des beaux débordements. Et du coup, ça a été dur. Donc, je sais que tu as écrit aussi un livre là-dessus. On en parlera peut-être un petit peu dans toute l'entonnoir. Alors, du coup, je voulais qu'on sache justement les principales caractéristiques des hypersensibles. Et là, c'est peut-être là où on va parler de sensorialité. C'est quoi exactement? Et puis, tu vas pouvoir nous dire aussi, ceux qui le vivent bien, ils le vivent bien comment? Et ceux qui le vivent mal, quelles sont les principales souffrances des hypersensibles aujourd'hui dans la société? Et peut-être dans quel environnement évolue-t-il le plus mal? Alors, déjà, la sensibilité élevée, elle va s'exprimer à tous les niveaux de la sensibilité, sachant que certaines personnes, ça va être plutôt du côté des sensations, d'autres plutôt du côté des émotions, Oui. d'autres vont être très intuitives, d'autres très empathiques, et d'autres très créatives, voire avoir une tendance à la surmentalisation, à penser tout le temps, comme tu le disais. Donc ça peut être un de ces 5 pôles-là, mais ça peut être plusieurs à la fois. C'est-à-dire qu'on peut être à la fois hyperesthésique, avoir des sensations très fortes, mal supporter la lumière ou le bruit, ou les étiquettes qui grattent, la laine, Oh, oui, etc., ou les odeurs, les parfums. tellement. Voilà, soit être à la fois hyperesthésique et très émotionnel, soit être très intuitif, très créatif, etc. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un mélange de tout ça, mais il suffit qu'il y ait une de ces catégories qui soit touchée par plus de D'accord. sensibilité que la moyenne, et on est hautement sensible. Après, il y a 5 caractéristiques fondamentales. Je crois que c'est important de les connaître parce que ça aide à se comprendre. Les 4 premières ont été mises en évidence par Hélène et Arthur Aron, donc Hélène Aron et son mari Arthur Aron. Et la 5e a été mise en évidence par Michael Plus, qui est un chercheur en biologie britannique. Donc la première chose, c'est que la définition scientifique de la sensibilité élevée, c'est le traitement sensoriel approfondi des informations. Le traitement sensoriel approfondi des informations. Et ça, c'est très important de connaître la définition scientifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, les grands sensibles, nous passons d'abord par notre sensorialité. Nous sommes hyperesthésiques, donc nous passons d'abord par notre sensorialité pour faire un traitement détaillé de la moindre information qui nous arrive. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça demande beaucoup de présence et de conscience. La deuxième caractéristique, c'est que ce traitement sensoriel approfondi des informations, donc cette attention portée aux détails, elle va nous porter à l'hyperstimulation. L'hyperstimulation va donc déboucher sur une saturation. Il y a certains moments sans fatiguer, alors que les autres sont capables de continuer comme ça, sans problème. Nous, en réunion, à un autre moment, dans une fête, quand on fait nos courses, tout d'un coup, on n'en peut plus. Parce qu'en fait, on a été bombardé d'informations, on les a toutes traitées de façon très attentive et on est absolument épuisé. Dans ces cas-là, on a besoin de se reposer. La première chose à apprendre quand on est hautement sensible, c'est de faire des pauses. On a besoin de faire des pauses pour boire, pour pour fermer les yeux, pour se mettre dans un endroit où il y a du silence, etc. Et récupérer simplement, se ressourcer. La troisième caractéristique des personnes hautement sensibles, c'est la grande réceptivité aux émotions. Une grande réceptivité aux émotions, autant les nôtres que celles des autres, que celles de notre entourage. Et nous avons des émotions plus fortes, plus durables, plus variées. C'est pas simplement plus fortes, elles sont plus fortes, plus durables, plus variées. Parce que là, il y a 2 phénomènes que j'ai découverts qui entrent en ligne de compte. L'amplification des émotions. Chez nous, ça résonne comme dans une caisse de résonance, dans une grosse caisse. Et la contagion émotionnelle, c'est-à-dire que si j'arrive au travail de très bonne humeur et que les gens font la tête au travail, je vais être affecté par leur mauvaise humeur. Ou si quelqu'un est en colère, je peux moi-même sentir quelque chose de l'ordre de la colère en moi, alors que je ne suis pas du tout en colère. Ça s'appelle la contagion émotionnelle. La quatrième caractéristique des personnes hautement sensibles, c'est le sens des nuances. Nous sommes très attentives et très attentifs à l'implicite, l'intonation de la voix, les mimiques, les gestes, toute la communication parallèle, non verbale, qui fait qu'on perçoit des choses que les autres ne perçoivent pas, et on peut même percevoir les ambiances.
J'ai une amie ultra sensible, quand elle entre dans un restaurant, par exemple, elle sait en quelques secondes si elle va pouvoir déjeuner ou dîner dans ce restaurant ou pas. Et si elle ne le sent pas, elle demande qu'on aille ailleurs. Donc ça, c'est extraordinaire. Et Absolument. donc la cinquième caractéristique qui a été découverte par Michael Plus s'appelle la susceptibilité différentielle. Attention, là, le mot susceptibilité, c'est une Oui. traduction scientifique. Ça veut dire que nous sommes très réceptifs à la qualité de notre environnement. Et que donc, je prends l'exemple d'un enfant, parce que c'est Mhm. encore plus simple. Quand on est enfant, si l'environnement est porteur, aimant, respectueux, encourageant, bienveillant, etc., on va très bien se développer, Oui. s'épanouir et Mhm. se débrouiller formidablement avec notre sensibilité. On peut très bien réussir nos études et tout ce qu'on fait à côté de nos études et avoir une très belle vie sociale. Si en revanche, on est dans un environnement qui n'accepte pas notre sensibilité, qui nous rabroue, qui nous stresse, qui nous décourage, etc., etc., ben on va être plus facilement malade, plus facilement découragé, Intéressant. plus facilement stressé, moins bien dormir, etc., etc. Donc c'est ça la susceptibilité différentielle. Mais le bon côté, c'est que dès qu'on a trouvé l'environnement qui nous convient, on a une sensibilité avantageuse. Ça veut dire que nous ne sommes pas résilients. Ça, c'est très important, même si ça choque un peu les Ok. Français. Hein. Nous ne sommes pas résilients, mais nous avons la capacité à bénéficier 10 fois plus, c'est une proportion comme ça environ, hein, mais nous Oui. avons la capacité de profiter énormément plus de tout ce qui est bon dans notre vie, dans notre entourage et les personnes qui sont avec nous. Donc finalement, c'est vrai que si on est sous le choc de quelque chose ou si on vit un traumatisme, ça va être plus difficile que pour les personnes moins sensibles. On va devoir trouver des façons de s'en sortir grâce aux autres ou grâce à plus de créativité. Mais en revanche, si on est dans un environnement porteur avec des personnes qui nous comprennent et qui nous soutiennent, alors là, on va cartonner. On va vraiment vivre beaucoup mieux que toutes les autres personnes. D'où l'intérêt aussi de trouver le bon environnement de travail qui est quand même parfois 10 à 12 heures de notre, alors peut-être pas pour tout le monde, mais au moins 8 à 12 heures par jour pour certaines personnes parce que parfois on se dit qu'on va pas bien, mais c'est juste l'environnement qui n'est pas le bon. Un open space aussi pour un hypersensible, c'est pas toujours facile. Alors peut-être que ceux qui travaillent à la maison vont mieux aussi pour certains. Ah oui, Euh, oui. mais on peut en reparler d'ailleurs justement du travail. Tu as dédié un livre là-dessus, l'ultrasensibilité, le guide de survie des hypersensibles au travail. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus? Oui, le monde du travail, c'est avec le monde de la politique, ce sont les pires, et le monde peut-être de l'administration, ce sont les pires mondes pour une personne hautement sensible, parce que ce sont des mondes qui sont fondés uniquement sur la gestion, sur la technique, sur les chiffres, les statistiques, et donc le non-humain. Mhm. Je ne dis pas que c'est pas important de temps en temps d'avoir des repères chiffrés, bien sûr, Mhm. mais quand on centre tout sur la performance, la rentabilité, la technique, les chiffres et les statistiques, eh bien, on crée des mondes qui sont aseptisés et désensibilisés, où on demande justement pas d'émotion, pas de sentiments, pas d'intuition, etc., que tout soit rationnel. C'est un peu d'ailleurs le problème de la crise sanitaire, où tout est fondé sur des statistiques et où on pourrait avoir une approche de la santé beaucoup plus globale. Mais je pense que si on soutenait l'immunité de tout le monde, quel que soit l'âge, on aurait moins de problèmes sanitaires depuis un an. Enfin, ça, c'est une parenthèse. Mais Ouais, une belle parenthèse. c'est pour dire aussi que la sensibilité, elle a du bon dans le fait de s'écouter. Et que dans ce monde de l'entreprise, les personnes hautement sensibles, elles se sentent vraiment comme des ovnis ou des extraterrestres, parce que c'est déjà difficile dans la société en général, mais alors au travail, il y a des exceptions, hein. Il y a quelques entreprises Oui, qui sont un peu différentes, et heureusement, mais dans la grande majorité des cas, surtout si ce sont des grands groupes, euh, c'est le, c'est le modèle hiérarchique, rationnel, froid, euh, souvent machiste, hein, disons-le, et oui, misogyne, très qui, patriarcal, on peut dire, oui. très patriarcal, qui Mhm. prévaut. Et ce monde-là est absolument pas favorable à la sensibilité, donc c'est très difficile. Dans ce cas-là, je pourrais vous donner quelques petits trucs pour bien vivre, pour mieux vivre sa sensibilité au travail, mais la première chose que je peux recommander, c'est de changer d'entreprise. Oui, Alors je sais que c'est pas la période la meilleure là, hein, mais quand ce sera possible de changer d'entreprise ou de demander du télétravail, parce que c'est beaucoup plus facile de travailler chez soi,
ou de se mettre à son compte, de devenir auto-entrepreneur, etc., etc. Parce que notre sensibilité, nous avons vraiment besoin d'en prendre soin et de ne pas être sous les assauts tous les jours de remarques, de critiques qui font que ce soit si difficile. Ah oui, alors moi je peux en témoigner, hein, ça fait 1 an et demi que je suis entrepreneur et que je suis passée du monde de l'entreprise à l'entrepreneuriat et je peux dire clairement et témoigner que je vis ma sensibilité beaucoup mieux. Déjà, elle se transforme en créativité tous les jours, hein. Elle n'est plus brimée et elle s'est démultipliée. Et d'ailleurs, c'est assez marrant, c'est que depuis, émotionnellement, je me suis beaucoup stabilisée. J'ai Et oui, stabilisé toute cette hypersensibilité en la laissant vivre et en laissant s'exprimer dans tous les pores de ma peau et dans tout ce que je faisais. Alors qu'à la fin de ces 15 ans, je me sentais extrêmement brimée mm, et que je me sentais plus à ma place, hein, au bout d'un moment. Mais c'est difficile de se rendre compte qu'on n'est plus dans le bon environnement quand on y a vécu pendant toutes ces années. On est complètement peut-être hypnotisé. Moi, je travaille dans l'hypnose, anesthésié presque à un moment donné. Et parfois, il faut juste sortir, donner un bon coup de pied pour sortir et s'en rendre compte en fait. oui, parce qu'en plus, notre environnement familial, souvent, alors s'il y a des familles qui sont plus attentives et plus accueillantes pour les ultrasensibles, mais souvent l'environnement familial nous dit, ah non, mais tu vas pas changer de travail, mais tu vas pas prendre le risque de te mettre à ton compte, mais tu dois faire comme les autres. C'est un peu le discours qu'on entend et qui, pendant longtemps, on croit qu'ils ont raison, qu'ils connaissent mieux que nous et que donc on doit supporter un environnement de travail qui en fait n'est pas du tout fait pour nous. Mhm. Alors que dès qu'on s'en libère, on se rend compte que la vie est beaucoup plus belle et beaucoup plus facile. Oui, et que tout n'est pas une question d'argent, de performance, et que quand on a trouvé sa place, souvent le reste vient, c'est l'inverse. On arrive Mm. à tout s'éclaire, tout se met en marche pour nous. Donc ça, c'est intéressant. Donc on a parlé de ces caractéristiques beaucoup. Justement, j'aimais bien aussi cette idée de, en plus, femme hypersensible au boulot. J'avais l'impression que c'était presque la double peine et que du coup, dans un milieu, et que plus on montait dans le pouvoir et dans la pyramide, de la hiérarchie, c'était encore plus compliqué, que les femmes sont parfois obligées d'adopter des codes limites masculins peu sensibles pour pouvoir exister contre nature, de manière totalement contre nature. Et qu'aujourd'hui, ben, on parle de ce phénomène, l'adopting out, où beaucoup de femmes sortent du système de l'entreprise, justement pour pouvoir vivre leur vie de mère, leur vie d'entrepreneur, et que la notion du pouvoir n'est pas du tout celle d'une et liée à l'empathie et la sensibilité d'une femme, par exemple, aujourd'hui. Elle est très éloignée. Oui, c'est très important ça, que vous les femmes, vous ne copiez surtout pas le modèle masculin patriarcal et machiste, parce que sinon on s'en sortira pas. Nous les hommes, nous avons besoin que justement, nous avons besoin de nous autoriser à changer de modèle, à ne, à ne plus adhérer au modèle qui a été celui de nos pères et de nos grands-pères. Et donc que vous aussi, les femmes, vous ne choisissiez pas de ressembler à nos pères et nos grands-pères. Donc c'est très important de sortir de ce schéma du pouvoir, de la compétition, de la concurrence, pour aller vers la solidarité, la contribution, la coopération, et dans l'expression de la sensibilité et de l'empathie qui fait que justement, on peut travailler en sentant ce que vit l'autre, en prenant soin de l'autre et non pas en l'écrasant. Ouais, c'est très beau ça. C'est exactement ça. Et oui, et bon, on en parlait comme ça, mais est-ce que toi, tu as vu des différences entre les hommes et les femmes spécifiques? Est-ce qu'il y a des conseils plutôt à donner aux femmes qu'aux hommes? Moi, je suis aussi beaucoup de femmes, donc si elles sont là et qu'elles nous écoutent, peut-être qu'elles seront intéressées par des conseils spécifiquement dédiés à elles. Alors, la première chose importante à dire, c'est qu'il y a autant d'hommes que de femmes Mhm. hautement sensibles. Ok. La seule chose, c'est que les femmes ont plus de courage que les hommes. Mhm. Arrêtons de dire que, excusez-moi, je vais être grossier, mais arrêtons de dire que le courage est lié aux couilles parce que c'est pas vrai du tout. Ça n'est pas vrai du tout. Moi, quand j'étais étudiant à Paris, je logeais chez une vieille dame qui a fait partie de la résistance pendant la guerre et elle Mhm. me disait, vous savez, j'ai vu le courage des femmes pendant 5 ans. Je peux vous assurer que les femmes ont plus de courage que les hommes. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que j'étais tout jeune à l'époque et moi qui suis issu de culture italienne et espagnole, je peux vous dire que c'était pas tout à fait l'image qu'on avait de la femme, dans ma C'est famille à clair. l'époque en tout cas.
même si ma famille a évolué heureusement. Mais ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et en fait, je trouve que les femmes, vous avez énormément de courage parce que vous êtes sur tous les fronts. Le travail, la relation amoureuse, les enfants, l'évolution de la société, gagner des droits par rapport aux hommes, etc. Donc, vraiment, vous faites preuve d'un immense courage. Et c'est pour ça aussi que vous osez dire que vous êtes hautement sensible. Alors que les hommes, certains commencent à le dire, C'est vrai. bon, mais la plupart des hommes qui sont très sensibles disent: ah non, 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 moi pas du tout, je suis pas hautement sensible, je suis pas sensible. Enfin bon, bref, ils n'en parlent pas, ils n'ont pas envie d'en parler parce que ça leur fait peur. Ils ont l'impression qu'ils ne seraient plus des hommes ou qu'ils seraient dévalorisés par leurs congénères. Donc là, il y a aussi une révolution culturelle à mettre en œuvre pour que tous les hommes hautement sensibles puissent dire: ben oui, je suis très sensible, et alors, tout va bien. Quoi qu'il en soit, comme on est encore dans un monde, malgré les progrès juridiques en faveur des femmes, on est encore dans un monde de domination masculine. Donc pour les femmes, ça reste très difficile. Oui, ce que tu dis est tellement juste. Là, j'ai plein d'hommes qui viennent me voir dans mon cabinet, même si je suis plus spécifiquement experte pour les femmes. J'ai aussi beaucoup d'hommes qui viennent et qui me disent toujours j'ai un problème. Ah bon, du coup, je deviens avec l'âge hypersensible. J'ai 50 ans maintenant, je pleure devant des émissions de télévision, devant plein de choses. Et souvent, ma réponse est et alors, c'est quoi le Oui. problème? Et là, on a ce petit blanc, et puis finalement, ils me disent ah, mais le problème, ça vient pas de moi, ça vient de mes enfants qui me regardent maintenant bizarrement, qui ne m'ont jamais vu pleurer, et j'exprime enfin la sensibilité, ma femme aussi qui ne me reconnaît pas. Et je dis à chaque fois, la deuxième question, c'est quoi le problème? Mm. Et du coup, assez rapidement, on en vient, il n'y a pas de problème, et la personne, juste avec ces mots-là, repart beaucoup plus rassurée. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Et Et c'est c'est pour en ça train de que, changer. voilà, et c'est pour ça que nous les hommes, on a besoin d'exprimer toutes nos émotions, et Oui, notamment les larmes, les pleurs, en public, pour que exactement. on crée de nouvelles habitudes. Parce que quand tout le monde se sera habitué à voir des hommes pleurer, ça ne posera plus aucun problème à personne. Absolument. Et surtout, il y a beaucoup d'hommes qui respectent beaucoup le fait d'être un rôle modèle, enfin un modèle pour leurs enfants. Et je leur dis à chaque fois, s'ils ne peuvent pas vous voir pleurer, Mm, mm, alors qu'est-ce que ça veut dire sur leur autorisation à eux de pleurer? mm, mm. C'est hyper important. Donc, ouais, super. Et alors, du coup aussi, on parle beaucoup de haut potentiel et hypersensibilité. J'aimerais bien que tu nous expliques comment ces deux phénomènes sont liés. On parle beaucoup justement de surcharge mentale, de charge mentale, etc. Est-ce que tous les hauts potentiels sont hypersensibles et vice-versa? Juste un éclairage sur ce point-là. Alors, en fait, c'est très simple. Il y a 2 à 3% de personnes surdouées ou haut potentiel, hommes et femmes, alors qu'il y a 31% de personnes hautement sensibles. Tous les hauts potentiels ou surdoués sont hyperesthésiques et hautement sensibles. Mhm. Et celles et ceux qui ne le sont plus, c'est parce qu'à force de suradaptation à la société, ils ou elles se sont coupés de leur sensibilité. Mais au départ, tous les surdoués ou hauts potentiels sont hautement sensibles. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. En revanche, comme il n'y a pas la même proportion, c'est pas parce qu'on est hautement sensible qu'on est surdoué ou haut potentiel. En revanche, ce que je découvre au fur et à mesure de mes recherches, c'est qu'il y a beaucoup de passerelles. Par exemple, pour une personne hautement sensible, il y a beaucoup de passerelles. Elle va se reconnaître dans énormément de difficultés ou de qualités ou de singularités, de caractéristiques des personnes surdouées. Donc, moi, je ne suis pas surdoué, hein. Donc, j'ai pas, enfin, j'ai jamais fait de test de QI, mais si je le faisais, je ne pense pas que j'aurais un score supérieur à 130. Et pourtant, quand je discute avec des amis qui sont surdoués, que je lis des livres sur les surdoués, ou que je vous écoute, ben je me reconnais à 99% dans ce que vous vivez. Donc je pense que au-delà de l'intelligence mesurable, nous sommes extrêmement proches les uns des autres. Voilà. Absolument. Et un test, je pense, ne dit pas tout, surtout qu'il y a beaucoup de tests de... Bah, tiens, justement, je parlais avec Pascal Michelon aujourd'hui que tu m'as gentiment proposé d'appeler et on a une super conversation justement sur les neurosciences, les tests, etc. Et elle, j'ai vu qu'elle faisait des tests aussi spécifiquement sur le quotient émotionnel.
pour mesurer plus cette hypersensibilité. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ces tests? Est-ce qu'il y a des tests aujourd'hui pour l'hypersensibilité qu'on peut trouver même sur l'Observatoire de la sensibilité aujourd'hui? Comment on peut savoir si on est hypersensible ou pas avec un test un petit peu simple? Alors déjà, je pense qu'intuitivement, on s'est rendu compte très tôt quand on était enfant et adolescent qu'on était plus sensible que les autres et que parfois ça posait problème. Donc, à mon avis, on le sait déjà. Mais Oui. quoi qu'il en soit, voilà. Quoi qu'il en soit, il existe deux tests. Un en anglais de 23 questions qui a été créé par Hélène Aron et qui est Oui. disponible sur son site. Et un en français que j'ai créé avec Cédric Vitali, qui est c'est sur le site de l'Observatoire de la sensibilité, qui fait 40 questions avec une échelle de 5 graduations, de très rarement à très souvent, parce que ça permet d'être plus fin. Et généralement, dans les deux tests, quand on a répondu à plus de la moitié des questions, c'est qu'on est hautement sensible, sans doute, sans aucun doute. Ouais, sans aucun doute. Donc, ça n'est qu'une confirmation. Ces tests-là, ce sont des auto-évaluations qui permettent de se dire, ah ben oui, ce que je sentais de façon intuitive, ben là j'en ai la confirmation, je suis vraiment hautement sensible et ça fait du bien de le savoir, d'en avoir une confirmation. Après, le test de QI, c'est un test qui est fait passer par des psychologues. C'est un test qui est long. Là, c'est un test qui est plus scientifique et qu'on a besoin de passer avec un professionnel. Mais moi, je ne pense pas que ce soit si important, les tests. Hein. Je pense que c'est vraiment c'est une étape. Absolument. C'est une étape de confirmation. Et après, la grande question, c'est maintenant que je sais que je suis surdoué ou au potentiel ou hautement sensible, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais pour bien le vivre? Oui, bien sûr, c'est comme les tests de haut potentiel. L'idée, c'est de dépasser l'étiquette, mais des fois, c'est bien de comprendre son fonctionnement pour pouvoir vraiment développer son unicité ensuite. C'est ça qui est au fond le plus important. Et accueillir cette sensibilité pour en faire une force. Et justement, c'était aussi une de mes questions, c'est du comment on parle de gérer sa sensibilité comme si des fois c'était un capital, sensibilité, etc. Encore des mots, gérer, etc. Moi, j'ai envie de parler plutôt de apprivoiser, accueillir, embrasser. Quels seraient tes conseils justement pour arriver à faire ça? Alors déjà, je te remercie, tu as mille fois raison. Oublions le vocabulaire gestionnaire qui justement est un vocabulaire technique. C'est bien pour des actifs financiers, immobiliers ou la gestion des stocks, hein, c'est très bien. Mais nous, les humains, non, on n'est pas gérable. Les choses se passent autrement. C'est beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe. Donc oui, il s'agit de connaître sa sensibilité. Parce qu'une fois que je sais que je suis hautement sensible, c'est moi, comment je vis ma sensibilité au quotidien, dans telles circonstances, quand je suis seul, quand je suis accompagné de proches qui me comprennent et qui m'aiment, quand je suis entouré de personnes qui ne me connaissent pas très bien ou qui ne m'apprécient pas autant que je le souhaiterais. Donc tout ça est difficile, on a besoin de connaître, un peu comme un ethnographe qui partirait observer des animaux. Ben nous, avec un carnet, on peut essayer d'observer sa sensibilité pour voir comment on réagit dans chacune de ces situations, déjà pour bien connaître sa sensibilité élevée. Et puis après, comme tu dis, c'est l'apprivoiser. C'est une fois que j'ai compris que ça n'est pas un problème, que c'est au contraire ma chance, mon trésor, eh bien, comment je vais faire moi pour me débrouiller au travail dans un environnement qui n'est pas favorable à la sensibilité, ou dans une famille qui m'accepte mal avec ma sensibilité élevée, ou dans un couple où le partenaire, la partenaire n'a pas forcément le même type de sensibilité. Eh bien, c'est de commencer à poser des jalons. Alors, on ne va pas forcément dire youhou, je suis hypersensible, parce que les gens ne vont pas forcément comprendre s'ils n'ont pas écouté le live de ce soir ou s'ils n'ont pas lu un livre. Il vaut mieux y aller par petites touches, en disant, bah, tu sais, moi je suis particulièrement sensible aux odeurs ou aux lumières ou au bruit, et puis dire, je me fatigue plus vite, donc je vais avoir besoin de plus de pauses, ou moi j'aime faire un travail méticuleux, en détail, je suis un peu perfectionniste. Mais c'est ma force, pardon, parce que ça me permet de justement produire un travail de très grande qualité. Voilà, c'est-à-dire qu'on commence à expliquer à des gens avec lesquels on travaille directement ou avec lesquels on est en relation. Par exemple, dans le couple, on peut dire, ben moi je n'aime pas les films violents. Je suis désolé, même si l'intrigue est bonne et la photographie est belle, ben, j'aime pas les films qui sont trop violents. Ou alors, quand il y a plus de 10 personnes pour dîner, ben j'arrive plus à parler. J'ai besoin de petits comités. Je préfère qu'on invite simplement 2, 3, 4 amis. Donc, en expliquant à ses proches comment on est avec cette sensibilité-là, on leur donne des repères et nous, on pose nos limites, les conditions dans lesquelles c'est bien pour nous de vivre notre sensibilité. Et petit à petit, ça se fait.
Parce que les premières fois qu'on en parle, on nous prend un peu pour un martien, c'est vrai, ou une martienne, mais c'est pas grave. Au fur et à mesure, hein, c'est ça l'apprentissage cognitif. Le cerveau des autres aussi, il a besoin de faire de nouvelles connexions par rapport à notre propre sensibilité et pour nous comprendre. Donc, c'est en leur expliquant patiemment et qu'au fil des mois et des années, petit à petit, on améliore notre façon de vivre notre sensibilité. Ouais, donc l'expliquer, en parler et montrer ses besoins et ses limites, hein, c'est clair que c'est un super moyen. Et alors, quand on est une famille et que du coup, il y a une personne justement d'hypersensible et que les autres ne le sont pas, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a aussi voilà, des petites astuces? Alors, évidemment, en parler, mais surtout quand ce sont des parents qui ont un enfant hypersensible et qu'eux-mêmes ne l'ont pas forcément vécu, ou comme tu dis, l'ont tellement réprimé que du coup, le voir ressortir chez son enfant, ça réveille quelque chose de pas facile. Comment ça s'apprivoise, ça aussi? Alors déjà, c'est important dans la famille de bien considérer que un enfant hautement sensible naît dans une famille dans laquelle la potentialité de la sensibilité élevée existe. Alors, d'après les études scientifiques, entre 30 et 40% des personnes hautement sensibles le seraient de façon génétique. Okay. On a pour l'instant une seule piste sur un gène qui est celui de l'utilisation de la sérotonine, avec une toute petite différence pour les personnes qui seraient génétiquement hautement sensibles, mais tout de même, ça correspondrait à peu près à 30 ou 40% des personnes hautement sensibles. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir un des parents qui est déjà hautement sensible, et c'est important de le savoir. Après, dans un deuxième tiers à peu près des enfants hautement sensibles, il va y avoir un parent qui est lui-même très sensible, et l'enfant n'acquiert pas cette sensibilité élevée par un gène, mais par l'imitation. C'est-à-dire qu'il va sentir beaucoup de choses chez ce parent très sensible, et il va se mettre au diapason de ce parent ou des deux parents qui sont très sensibles, et devenir très sensible simplement parce que les enfants font travailler beaucoup leurs neurones miroirs, ils sont beaucoup dans l'imitation pendant toute leur enfance et leur adolescence, et si un de leurs parents est très sensible, eh ben, ils vont être aussi très sensibles. Et le troisième tiers, c'est le traumatisme, c'est-à-dire qu'on devient hautement sensible aussi parce qu'on a vécu une catastrophe, un traumatisme personnel ou familial. Et il y a des familles traumatiques qui vont effectivement donner naissance à des enfants plus sensibles que la moyenne. Donc ces trois sources font que de toute façon, un enfant hautement sensible, il n'est pas sorti de nulle part. Il est hautement sensible pour des bonnes raisons qui sont liées aux parents. Et que souvent, les parents ont besoin d'accueillir et d'accepter leur propre sensibilité, élevée ou blessée, ou les deux, et que c'est déjà en acceptant mieux leurs émotions et leur sensibilité telle qu'elle est, qu'ils vont pouvoir accueillir leur enfant dans sa spécificité sensible. Parce qu'un enfant très sensible, quelle que soit l'origine, a besoin d'être accueilli exactement tel qu'il est. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un enfant sensible, c'est de le laisser être sensible, de le laisser être qui il est, qui elle est, avec cette sensibilité-là, et de ne pas lui demander d'être autrement et de s'adapter à une autre façon d'être, de vivre et de faire. Parce que comme ça, l'enfant va faire pendant son enfance et son adolescence tout ce que nous faisons en thérapie en tant qu'adultes. Ça nous prend du temps, ça nous coûte cher, alors que l'enfant peut le faire naturellement quand il est petit, apprendre à connaître sa sensibilité, l'apprivoiser, l'exprimer et se sentir accueilli et soutenu dans cette sensibilité-là. Donc ça, c'est le fondement. Après, concrètement, avec un enfant très sensible, ce qui est important, c'est d'être à l'écoute de ses besoins. Le plus souvent, un petit ou une petite qui pleure, c'est quelqu'un qui a soif, qui a chaud, qui a froid, qui a faim, ou qui a trop de lumière, trop de bruit, trop de choses qui le stressent. Donc plutôt que comme je le vois encore dans les centres commerciaux ou les hypermarchés, plutôt que d'hurler contre un enfant qui pleure parce qu'on voit bien qu'il a trop chaud, les parents n'ont pas pris le temps d'ouvrir l'anorak alors qu'il faisait très froid dehors, mais qu'à l'intérieur il fait chaud, ou de lui donner à boire, où il y a tellement de lumière et de bruit qu'effectivement le pauvre petit ou la pauvre petite, c'est pas facile. Au lieu de lui hurler dessus ou de lui dire des choses méchantes parce que on suppose que l'enfant pourrait
ne pas ressentir ce qu'il ressent, eh bien au contraire, on va lui dire mais de quoi tu as besoin, qu'est-ce qui se passe? Ah ben oui, c'est vrai, il y a beaucoup de bruit. Déjà le simple fait de reconnaître. Je suis désolé, j'ai besoin de faire cette course-là. Il y a beaucoup de lumière et beaucoup de bruit. Dès qu'on peut, on s'en va. Je te ferai un gros câlin, etc. L'enfant va beaucoup mieux. Oui, Il suffit de prendre le temps de s'accroupir à côté d'une poussette, s'il est dans la poussette ou si elle est dans la poussette, et de lui parler tranquillement, et d'avoir toujours un biberon d'eau ou une bouteille d'eau, ça dépend de l'âge de l'enfant, à côté dans son sac pour pouvoir lui donner à boire. Rien que ça. Et puis, quand c'est émotionnel, eh bien, on demande à l'enfant, qu'est-ce que tu ressens? Ah oui, c'est un gros chagrin ça. Ou alors oui, je comprends que tu sois en colère parce qu'on t'a dit quelque chose de pas sympa. D'être tout le temps dans l'empathie, parce que l'enfant, il a besoin que d'une chose, c'est qu'on soit en résonance avec son vécu intérieur. Et après, ça passe tout seul. Après, on peut lui dire, viens, on va aller jouer. Et dernière chose qui est née aux États-Unis et qui est extrêmement favorable aux enfants hautement sensibles, c'est le coin refuge. Le coin refuge, c'est une tente d'Indien ou un tapis avec des coussins et des doudous qui est dédié à l'enfant. Alors ils ont créé ça. Ça me rappelle tellement de choses. Moi, je faisais ça. Je mettais le rideau de ma grand-mère, je mettais plein de coussins en dessous. C'était mon lieu refuge. Voilà. Ça me fait tellement J'avais trouvé rire. ça naturellement. Voilà, super. Naturellement, tout le temps. Mais voilà, spontanément, ton intuition t'avait guidé vers ça. Ouais. Eh bien, aux États-Unis, ils font ça dans les crèches, dans les hôpitaux pour enfants et dans les écoles. Excellent. Alors, je crois que c'est surtout dans la région de Boston, mais enfin, ils ont suffisamment de lieux où ils l'ont mis en place pour savoir que dès qu'un enfant se sent saturé ou trop stimulé ou trop ému ou trop bousculé, il a le droit ou elle a le droit d'aller tout seul ou toute seule dans le coin refuge et que tant qu'il est ou elle est dans le coin refuge, on ne les dérange pas. Et c'est à partir du moment où l'enfant sent que ça va mieux qu'il revient dans le groupe avec les autres enfants. Et bien, on peut faire ça en famille, que ce soit dans la chambre de l'enfant, dans une salle de jeu quand on a un grand appartement ou une maison, ou dans le salon. On fait un petit coin refuge pour l'enfant ou pour les enfants s'ils sont plusieurs à être très sensibles. Et ils ont droit d'y aller à tout moment, même pendant le repas. Et là, les enfants vont apprendre très tôt à s'autoréguler, ça va être extrêmement facile. Oui, et je pense même qu'on peut répliquer ça aussi pour les adultes. Même parfois, c'est pas facile de le faire quand il y a d'autres gens au travail, mais avec maintenant les outils aussi d'auto-hypnose, on peut se créer un lieu ressource à l'intérieur de soi, faire partir son imagination. Et moi, c'est ce que je fais, même si je peux pas avoir ma petite cabane, mon petit rideau comme chez ma grand-mère, des fois, c'est ce que je fais aussi. Et du coup, ça fait redescendre la pression, parfois. Oui, exactement. Et ouais, et on a parlé aussi de. Je voulais aussi parler de. Tu as écrit beaucoup de livres sur l'hypersensibilité. Je ne les ai pas tous comptés, mais il y en a énormément qui sont justement dédiés à tous ces sujets. Je pense que si vous cherchez, vous googlisez Saverio Tomasella, vous retrouverez les sujets de l'enfant, du travail de l'adulte, plein de choses. Tu as écrit aussi un livre récemment qui est peut-être moins sur l'hypersensibilité, mais ne passez pas à côté de votre vie, il est temps de vivre. C'est quoi le thème de ce nouveau livre? Alors, l'idée, c'est de prendre conscience qu'avec toutes les contraintes que nous impose la société, notre entourage, alors ne parlons pas de la période des masques, la distanciation sociale et des confinements, etc., mais même en dehors des crises sanitaires, la société nous impose tellement de normes, de contraintes, de règles, sans compter notre entourage, nos communautés sociales, religieuses, spirituelles ou autres, ou les associations auxquelles on appartient, ou le monde de l'entreprise, qu'au bout d'un moment, sans s'en rendre compte, on intègre à son insu énormément de freins et de limitations. À ça s'ajoutent les croyances qu'on a sur nous-mêmes. Je crois que tu faisais passer un post sur les gens qui croient qu'ils sont nuls. Hein, j'ai vu ça sur Instagram. Voilà. Et donc, on a ce genre de croyances, de mauvaises croyances sur nous-mêmes qui font que, au bout d'un moment, on est dans une petite vie. On est dans une espèce d'existence réduite où on fonctionne, on se débrouille, parfois même on réussit son travail, son couple, les enfants vont bien, mais on a un sentiment bizarre de se dire mais c'est pas vraiment ce que je voudrais vivre. Et donc mon idée, c'est de stimuler cette prise de conscience pour se dire il est encore possible qu'on ait 30, 40, 50, 60 ans, peu importe, il est encore possible, quel que soit l'âge, de faire un virage tranquille,
vers une vie qui nous ressemble de plus en plus parce qu'on le mérite bien et qu'on en a aussi la potentialité. C'est-à-dire que nous avons en nous des ressources ignorées. Alors toi qui es hypnothérapeute, tu le sais bien, hein, mais nous Et avons en nous illimité. et illimitées qui font qu'on peut tranquillement, c'est pas, ça va pas être un miracle ou un bouleversement en 3 jours, mais tranquillement au fil des semaines et des mois, on peut refaçonner notre existence, nos relations, notre travail, pour que tout ça ressemble de plus en plus à nos vrais désirs à nous et pas à ce que l'entourage ou la société voudrait qu'on fasse. Donc ça, c'est très important et c'est un livre que j'ai écrit avant la crise sanitaire qui est Ah, ok. sorti tard à cause des confinements. Mais D'accord. j'en ai écrit un après le premier confinement qui s'appelle Lettre ouverte aux âmes Ah oui. sensibles qui veulent le Mhm, rester. Et mhm. ça, c'est vraiment dédié aux âmes sensibles, aux grands D'accord. sensibles. Une espèce de comment dire, de grande accolade, de grand hug à toutes les personnes sensibles pour vous dire, vous êtes merveilleuses, vous êtes merveilleux. Et c'est grâce à vous, grâce à nous, que le monde va aller mieux parce qu'on a besoin de notre sensibilité. Donc, je C'est crois magnifique. vraiment dans la puissance de notre sensibilité. Oui. C'est magnifique. Et oui, ça me touche. Ça m'émeut aussi, ce que tu viens de dire. Et justement, quand on, bah voilà, pour les personnes qui viennent entendre parler de la sensibilité aujourd'hui, quelle lecture tu peux recommander? Et pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin sur le sujet, qui ont bien compris aujourd'hui toutes les définitions, comme Déborah, qui sont spécialistes de l'hypersensibilité aussi maintenant, quels sont les livres qui sont un peu plus pointus, où ça va aller encore plus loin, etc. Alors, il y a les livres, bien sûr, d'Hélène Aron, Oui. parce que c'est la pionnière de la sensibilité élevée, c'est la chercheuse qui a dédié tout son travail à la haute sensibilité, qu'on les lise en français ou en anglais, et la plupart sont traduits en français. Sinon, j'ai écrit avec Cédric Vitali une espèce de vadémécum de la sensibilité élevée qui s'appelle l'hypersensibilité pour les nuls. Ah Et oui, excellent, oui, excellent. l'avantage de ce livre, donc l'hypersensibilité pour les nuls, c'est qu'on a essayé de donner la parole à toutes les personnes jusqu'en septembre, parce qu'il est sorti en septembre, hein, jusqu'à ce moment-là, toutes les personnes qui avaient donné leur avis, leur certaines recherches sur la sensibilité élevée, pour essayer de faire un panorama global de tous les points de vue sur la sensibilité élevée, parce que ça nous semblait non seulement honnête et rigoureux, mais intéressant. Comme chacune et chacun de nous vit différemment sa sensibilité élevée, je trouvais que c'était bien que tous les points de vue puissent se retrouver dans un seul ouvrage. Donc, à mon avis, c'est l'ouvrage francophone le plus complet qui existe jusqu'à présent. Après, D'accord. effectivement, le livre le plus facile, c'est le petit roman qui s'appelle À fleur de peau, Oui. qui raconte l'histoire de Flora, qui est ultra sensible, de son Mhm. fils Théo, qui est aussi ultra sensible, dans des situations de vie qui sont extrêmement simples, Oui, oui. mais que ça permet d'appréhender la sensibilité élevée de façon ludique et Ouais. facile. Oui, et oui, oui, super livre. Et en plus, c'est un roman, voilà, pour une fois, enfin, c'est un roman un peu initiatique. Ça change des fois des livres un petit peu théoriques. Donc c'est super. Est-ce qu'il y a aussi d'autres formats que tu nous recommandes? Tu m'as recommandé quelques podcasts, des bons podcasts, puisque maintenant les gens aiment bien marcher, écouter des choses en même temps. Pour les multipotentiels qui aiment faire plein de choses en même temps, quel podcast ils peuvent écouter en faisant plein d'autres choses en même temps? Alors, je ne connais pas les podcasts en anglais, Ouais. mais en français, il y a eu un podcast qui était bien fait d'Anne Guéquière, Métamorphose, où elle Ah posait oui. des questions que j'ai trouvées vraiment intéressantes sur la sensibilité élevée. Donc, ce podcast, on le trouve donc sur le site de Métamorphose, mais aussi sur YouTube. D'accord. Il y a toutes les vidéos et les podcasts de Carole Pirotte, Mhm. qui a beaucoup fait pour la sensibilité élevée. Et récemment, un nouveau podcast qui s'appelle Il y avait une fois, créé par Sophie Deligianis, Voilà. qui a eu la gentillesse de m'interviewer pour sept podcasts. Donc, on a fait une mini-série et grâce à ce temps qu'elle m'a consacré, j'ai pu parler des émotions, du stress, des enfants, euh, de développer ses dons,
de développer la sensibilité dans la société, etc. Donc, ça donne plus de possibilités de creuser, de fouiller chaque thème lié à la sensibilité. Et j'ai vu Excellent. qu'après, elle a aussi interviewé d'autres personnes ultra sensibles et haut potentiel, comme Jörg Pfeiffer, Hmm. Carole Pirotte et d'autres qu'elle va interroger. Donc, c'est un podcast très intéressant. Il y avait une fois. Il y avait une fois, d'accord. Voilà, il y avait une fois. J'essaierai de remettre un peu toutes les références que tu nous as données dans les stories dans les prochains jours pour que, bah, voilà, pour que tout le monde ait les petits points de repère. En attendant, je voulais aussi demander, je sais qu'il y a un petit décalage, mais est-ce que certaines personnes ont des dernières questions pour Saverio, des questions urgentes que vous auriez envie de poser ce soir? C'est le moment. Pendant que peut-être on attend quelques questions, bah, je voulais savoir quel était le mot de la fin pour toi. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tous les hypersensibles qui nous écoutent? Il y en a, là, je vois une quarantaine en tout cas qui sont encore branchés. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui si tu avais un message à leur laisser? Eh bien, déjà que je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Je pense que pour moi, l'amour, c'est ce qu'il y a de plus important à vivre et que je souhaite qu'ensemble, nous nous soutenions, nous soyons solidaires, quelle que soit notre façon d'appréhender notre sensibilité élevée, parce que chacune et chacun, nous sommes différents, mais que nous soyons vraiment solidaires, que nous soyons capables de nous soutenir, de faire preuve de bienveillance, d'empathie, de coopération entre nous et de créer ensemble un monde qui nous ressemble, parce que je pense que si nous créons un monde pour les personnes hautement sensibles, tout le monde en bénéficiera. Ah, D'être super. sensible ou moins sensible, c'est le contraire. C'est à nous d'être la locomotive d'un monde plus sensible, d'un monde mieux sensible, qui soit vraiment à Mieux. notre image, qui soit fait pour nous et tout le monde en bénéficiera. Donc je voudrais vous dire que vous êtes merveilleuse, que vous êtes merveilleux, que vous avez énormément de potentialités, de multipotentialités pour la plupart d'entre vous et que c'est extraordinaire de pouvoir les mettre en œuvre et d'en faire don le plus possible autour de vous. Et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Alors, merci. Alors, il y avait juste une question intéressante et on va finir là-dessus. Et j'adore cette idée de mieux sensible. Bah, ça me touche, ce mot me parle beaucoup. Alors, il y en avait une question de Laura sur justement le rapport entre hypersensible et introverti. Parce que c'est pas forcément facile à appréhender. Un petit bug de fin. Alors, je ne sais pas si je vais récupérer. Ah, Voilà, j'ai ça y est, eu je un l'ai problème de récupéré. batterie. Il n'y a pas de Voilà, j'ai eu un souci. problème de batterie, donc je Nickel. me mets près de la prise. Alors, est-ce que tu peux reposer ta question? Oui, alors c'était une question de Laura sur le lien entre l'hypersensibilité pour finir et l'introversion. Est-ce que, Alors, ouais, et l'extraversion du coup. c'est très simple. En fait, il y a un tiers de grands sensibles introvertis, Ok, un tiers de grands sensibles extravertis et un gros tiers de grands sensibles qui sont introvertis dans toutes les situations difficiles, stressantes, milieu inconnu, et qui peuvent être extravertis en famille ou avec des amis ou dans ah c'est des très circonstances où ils se intéressant sentent ça. bien. Oui, alors ce dernier tiers, je ne le connaissais pas et j'ai l'impression que je me reconnais aussi dans ce mélange. J'ai toujours un problème avec aussi le MBTI où on est soit introverti, soit extraverti en dessous de circonstances, alors que je pense que c'est vraiment Alors en fonction non, de l'environnement. non, Jung disait de façon très claire qu'on a les deux polarités en nous Ouais, et ouais. que, bien sûr, il y a une dépolarité qui est plus forte. On peut être plutôt Oui, introverti, bien plutôt sûr. extraverti. Et donc, un tiers d'entre nous, nous sommes, moi aussi, hein, je peux être surtout introverti, mais ça m'arrive d'être extraverti suivant les circonstances et les personnes avec lesquelles je suis. Comme ce soir avec nous tous, tu t'es extraverti pour nous parler Exactement, d'amour voilà. et de mieux Parce que je me sens sensible. bien. Alors moi aussi, je me suis sentie super bien et honnêtement, tu m'as bien boosté. Aujourd'hui, cet après-midi, j'ai vécu une chose qui m'a rendue très sensible, un Ah, petit souci, enfin un truc assez phénoménal. hmm, hmm. Et du coup, bah voilà, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien de me retrouver avec vous tous ce soir aussi et dans cette interview. Et j'ai trouvé que c'était hyper clair. Je crois que je n'ai jamais vu voilà, une description aussi claire de l'hypersensibilité avec toutes les dimensions. Alors je vois Donc, simplement
pour répondre à la personne qui demande s'il y a un lien avec la médiumnité, oui, il y Ah a un oui, lien évident. Les ultrasensibles sont ultra conscients et sont souvent extra sensibles aussi pour certaines et certains d'entre eux. Donc il y a un lien avec la médiumnité. J'ai vu aussi une question sur les suites des aventures de Flora. Donc il y a déjà oui. 2 livres qui suivent à fleur de peau. C'est Derrière le mur coule une rivière et Comme un enfant, qui sont avec les mêmes Ah, ok. personnages, les suites d'À fleur de peau. Et je suis en train de préparer le 4e tome qui sortira en novembre. Et voilà, je ne peux pas vous Ah, dévoiler. Je suis en excellent. train de l'écrire. Voilà, En fait, tu écris tout le temps. Ça n'arrête pas. c'est une passion, c'est une passion. Bon, en tout cas, je te remercie. Je pense qu'on a tous beaucoup appris et c'était voilà, très simple et voilà, avec beaucoup de clarté. Donc, merci, merci, merci. On a déjà passé 1 heure. Je ne sais pas comment c'est possible. Du coup, vous retrouverez ce live sur mon IGTV, évidemment. Et puis, je les mettrai après sur une chaîne YouTube. J'ai très envie en ce moment de développer une chaîne autour de au potentiel, multipotentiel, hypersensibilité. Et comme je sais que c'est transférable, voilà, et je vais interviewer aussi Pascal bientôt, qui me fera l'honneur de parler aussi neurosciences, hypersensibilité au potentiel. Donc merci en tout cas pour le lien et voilà, je te souhaite une super bonne soirée. Oui, pareillement pour vous tous et pour toi, Ouais, Sandrine. Merci infiniment pour ouais. ton accueil et au plaisir. Merci. Merci beaucoup, au revoir à tous, bonne soirée, Au revoir. bye bye. Alors, si tu as aimé cette interview, n'hésite pas à mettre des commentaires ou des questions sous la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et utilise la cloche de notification pour recevoir régulièrement tes vidéos d'experts. Bye bye, héroïne!